Nous allons continuer avec le deuxième temps. J'appelle Elias Sambar, qui est ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, écrivain, traducteur du poète Mahmoud Darwish, du grand poète de langue arabe Ziad Majid, universitaire, spécialiste de la Syrie, et Çağla Aykaç, qui est également universitaire de Turquie, contrainte à l'exil. Il y a 6 ans de cela, Mediapart organisait dans un autre théâtre parisien une réunion publique quand les peuples de la Méditerranée se sont ébranlés avec les mêmes mots que nous prononçons ce soir de justice, d'égalité, de dignité. 6 ans après, nous voyons bien comment la situation est différente et notre rôle, c'est justement de continuer à comprendre, à expliquer, à ne pas diaboliser, à ne pas voir du blanc, du noir, à ne pas voir les nuances et surtout à ne pas oublier les peuples et leurs souffrances. Je passe donc la parole à Çağla Aykaç. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Je fais partie des 1128 premiers universitaires à avoir signé la pétition pour la paix en Turquie. Il y a une année, en janvier 2016, nous considérions déjà que la situation de guerre au Kurdistan était insoutenable et que nos libertés étaient menacées. Les élections de 2015, alors qu'elles portaient un énorme potentiel démocratique, ne nous ont pas fait avancer dans notre démocratie. Elles ont été accompagnées d'attaques physiques et verbales de nature raciste et sexiste, de massacres et de couvre-feu. La violence n'a cessé d'augmenter jusqu'au 15 juillet 2016, puis encore exponentiellement. Cocktail de coups d'État, pour certains manqués, d'autres mises en scène, militaires, civils, télécommandés. Dans toute sa réalité fictive, cet épisode qui contient une bonne dose d'absurdité et une imagerie phallique est devenu un élément fondateur dans notre nouvelle histoire nationale. Depuis, c'est l'état d'urgence. Bientôt, nous aurons un référendum qui, dans les conditions actuelles, ne peut et ne pourra jamais avoir aucune valeur démocratique, car il est simplement impossible de tenir un référendum dans un pays où les parlementaires sont en prison, une bonne partie de l'opposition est en prison ou en exil. Il y a encore 2 ans, la Turquie était en pleine ébullition et tout le monde en profitait. Nous étions tous agités dans nos chaos et nos luttes quotidiennes. La vie culturelle et intellectuelle était vibrante, excitante, pleine de traductions et d'expérimentations. Nous n'avions jamais été si proches de la paix, de notre histoire et de nos blessures. Depuis, des villes entières ont été occupées et détruites, des forêts incendiées et les citoyens kurdes ciblés et attaqués une fois de plus. Alors que l'empire du président se déploie, les minorités de Turquie, les minorités, les personnes LGBTIQ, les Alévis, les Juifs, les Arméniens, les Kurdes, les femmes, les migrants sont tous et toutes aujourd'hui menacés. Alors que nous réclamions plus de justice et plus d'égalité et étions prêts à faire le difficile travail de mémoire et de reconnaissance historique, on nous a imposé le spectacle de corps violentés et déchirés. Tous les assauts sur nos vies nous ont été transmis en direct par les médias qui progressivement sont devenus des clones les uns des autres. Les membres et les amis du gouvernement turc actuel sont complices, facilitateurs et promoteurs de menaces, d'arrestations arbitraires, de meurtres et de vols de propriété. Le pays entier est terrorisé et certains aiment beaucoup ça. Progressivement et systématiquement, toutes les institutions de l'État, tous les réseaux tissés par une société civile forte et diversifiée, les associations de femmes, d'avocats, de médecins, de journalistes, les maisons de quartier ont été assiégées. De nombreuses écoles, hôpitaux et universités ont été vidées et la justice paralysée. Il y a la réalité des vraies bombes qui tuent et déplacent des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur du pays. Il y a aussi les décrets-lois. Si votre nom figure sur l'une des interminables listes du journal officiel, vous devenez, d'un instant à l'autre, sans emploi, sans potentiel de retravailler, sans accès à votre retraite ou aide sociale. Des milliers de familles sont actuellement dans le vide, arbitrairement. Certains n'ont plus de passeport, plus de droits, sont enfermés en prison, enfermés dans le pays ou interdits d'y retourner. La vie au quotidien, pour nous, est menacée. Les attaques sont sur les esprits,
sur les corps, sur les espaces publics, sur les espaces privés et sur les communs. La pétition des universitaires pour la paix s'intitule « Nous ne serons pas complices de ce crime ». C'était un mouvement collectif qui a pris de l'ampleur autour d'un texte écrit collectivement. C'était aussi une action individuelle. Nous avons tous et toutes pris la décision de signer cette pétition de façon autonome. Les universitaires n'étaient pas les premiers ni les derniers à réclamer la justice sociale en Turquie. Nous étions beaucoup, nous étions déterminés et nous sommes toujours solidaires, surtout les femmes. Comme partout ailleurs, il faut des individus qui prennent la décision de rompre leur silence et leur neutralité, des individus qui revendiquent leur puissance et surtout qui refusent de collaborer. Il y a toujours un prix à payer, car prendre position implique d'être en conflit avec des hommes, avec des institutions, avec des individus dont la mission est de vous faire taire et disparaître en toute impunité. C'est d'abord face à soi qu'on doit se positionner, et nous avons tous dû repenser notre relation à la peur, à nos familles, nos carrières et notre sécurité, avant de signer cette pétition. On ne peut pas juger, mais on sait que le silence ne protège personne. À la suite de la pétition, nous avons été insultés directement par le président de la République. Suite à ces ordres, le Conseil des études supérieures, la très grande majorité des recteurs des universités, qui sont aujourd'hui aussi élus par le président, les doyens et certains collègues et étudiants se sont mis à nous poursuivre, nous interroger et ont cherché à nous punir. 4 de nos collègues ont passé 40 jours en prison et ils et elles sont encore en procès pour avoir lu la pétition en public. Un chef de la mafia a dit vouloir nous égorger et se baigner dans notre sang. Nos photos ont circulé sur les médias sociaux. Nous avons été éloignés, licenciés, menacés. Certains embarqués de leur bureau, de chez eux au milieu de la nuit, et nombreux sont maintenant sans emploi. Nous sommes menacés également de déchéance de nationalité pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Partout dans le monde, les universitaires sont poussés à prendre position car nos espaces de liberté et de pensée critique sont aujourd'hui sous surveillance. Ils sont à vendre et ils sont souvent militarisés. Dans les années 2000, les universités britanniques, françaises, hollandaises ont vu des occupations massives, principalement liées aux effets des politiques néolibérales. En Afrique du Sud, en Inde, en Égypte, au Kenya et en Turquie, les universitaires ont aussi dû faire face à des agressions physiques et verbales, principalement liées à des questions politiques, au racisme, aux libertés et à l'État-nation. Les universitaires de Turquie ont tissé des liens de solidarité très forts entre eux à des niveaux locaux et régionaux. De nombreux étudiants se sont mobilisés, ont applaudi et chanté des chansons pour accompagner le départ de leurs enseignants de leur salle de cours. Nos collègues en Europe et ailleurs ont manifesté leur solidarité très concrètement en nous invitant et en se mobilisant pour nous soutenir. Les connaissances se partagent aujourd'hui dans les tribunaux, devant et dans les prisons, dans les parcs, autant que dans les universités. Globalement, les destins de toutes les personnes qui revendiquent leur liberté et leur autonomie sont aujourd'hui liés. Mais comment résister quand on n'a pas le droit de s'exprimer ? On ne peut pas délibérer avec des milices, ni avec des civils, ni avec des agents, ni avec des trolls. Nous n'avons ni armes ni argent pour corrompre un peu plus tous ceux qui s'enrichissent de tous ces privilèges. Que demander d'une Union européenne en crise ? Comment gérer toutes ces nouvelles ferveurs nationales alors que notre monde était déjà trop plein de martyrs, de déni et de mythes nationaux, alors que le Kurdistan existe divisé entre 4 États-nations et l'État islamique existe sans reconnaître aucune entité nationale, que toutes les armes du monde se sont déversées sur la Syrie et que nos frontières nationales sont toutes fermées et militarisées? Comment démanteler l'énorme système carcéral qui est si lucratif et qui s'agence si bien avec l'énorme business des camps de détention et de rétention de migrants partout dans le monde? Il est déjà trop tard. Mais il faut tout essayer. L'opposition en Turquie a déployé au cours des 30 dernières années tout l'éventail, peut-être tout l'éventail des possibilités formelles et informelles pour l'action politique. Fort des expériences des Kurdes, des travailleurs et des femmes, les chemins institutionnels ont été explorés, des actions propres aux mouvements sociaux légaux et illégaux, pacifiques et armés ont été essayées. Pourtant, la répression ne cesse de grandir. Le désir de soumission et de destruction de la majorité semble inébranlable. Reprendre possession de notre temps, s'accommoder de nos espaces de vie restreints sans s'y habituer, continuer à lire, écrire, penser et partager des connaissances, refuser de collaborer, empêcher les livres de brûler et attaquer les prisons pour libérer les prisonniers, adopter, revendiquer et partager nos féminismes, l'antimilitarisme et l'anticapitalisme, travailler la mémoire et l'histoire et refuser de collaborer à nouveau. Reconnaître ses propres privilèges pour ceux qui en ont et les utiliser, saluer, reconnaître et respecter la dignité de tous ceux qui résistent chez nous et ailleurs afin de grandir tous ensemble. Merci, merci beaucoup. En vous écoutant, quand vous avez dit